Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Linda Adala, la grande prêtresse du pouvoir des émotions. On va parler de ces émotions que souvent on subit et on va apprendre à les contrôler, les maîtriser pour mieux régner, pour se sentir enfin maître de son corps, maître de ce qu'on communique aux autres. Et ça, c'est un levier de performance souvent sous-estimé, surtout chez les dirigeants. Linda, je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue dans le podcast. Merci à toi Caroline, je suis ravie d'être là et ravie de parler de ce sujet des émotions qui nous passionne tous. Et tu n'es pas là par hasard puisqu'on s'est rencontrés sur Instagram, intéressés par les mêmes sujets, la gestion des émotions, mais aussi le coaching de dirigeants, le pouvoir du mindset, parfois un peu la spiritualité. Toi, tu es formatrice en entreprise, spécialisée en psychologie réflexive. Linda, elle m'a dit en off, ça veut dire tout simplement une psychologie qui évolue en permanence, qui bouge avec son temps, un peu comme Marketing Square. Et tu as un centre de formation qui s'appelle l'Anima. Donc félicitations, tu es aussi une femme entrepreneur, ça fait encore plus plaisir d'en avoir dans le podcast. Linda, tu m'as parlé en off avant le podcast du leadership conscient. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le leadership conscient, c'est l'importance de comprendre que les entrepreneurs, ce sont d'abord des visionnaires, ce sont eux qui sont au cœur des changements, de l'innovation, c'est eux qui font bouger le monde, c'est eux qui font évoluer le monde. Et pour pouvoir être un bon leader, il faut d'abord être conscient de soi. Et être conscient de soi, c'est connaître ses émotions, c'est avoir traversé, on va dire, un petit peu toutes ses parts d'ombre ou toute son histoire personnelle, émotionnelle. Et aussi, quand on se connaît bien, on connaît bien les autres. Et quand on connaît bien les autres, on sait répondre aux besoins des autres, donc créer différentes choses pour faire évoluer le monde, pour faire en sorte que le monde entier, les gens, les humains, les produits, enfin tout ce qui peut se créer dans le monde soit aligné avec ce qui est vivant, l'humain. Et donc, ça passe par les émotions. D'ailleurs, dans le cerveau, on sait que les émotions précèdent la pensée. C'est d'abord l'émotion qui va driver notre pensée. Donc, c'est vraiment important de bien se connaître, de bien connaître ce fonctionnement pour justement, une fois qu'on va mettre en place des actions, qu'on va créer un métier, qu'on va rentrer dans un groupe de personnes et travailler ensemble, de bien se connaître, de bien évoluer et bien connaître les émotions des autres aussi. C'est très important. Donc, être un leader conscient, c'est être un leader qui comprend ses émotions, qui comprend celles des autres et qui peut adapter ses actions, sa créativité, son imagination au monde qui l'entoure. En fait, ça reprend un peu la notion de leadership empathique, c'est-à-dire prendre en compte l'autre avant soi-même qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat. Alors, l'autre avant soi-même, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais soi pour pouvoir prendre correctement l'autre, d'abord. Alors, le soi, c'est pas dans le sens égoïste, comme on pourrait l'entendre, ou narcissique, qui est un fléau qui se développe beaucoup à notre époque. Non, c'est de se dire, pour que je puisse vraiment être à la hauteur de mon écoute empathique, il faut que je puisse connaître comment je fonctionne, de savoir quels sont mes biais cognitifs qui justement vont me parasiter lorsque je vais recevoir l'autre ou quand je vais réfléchir pour répondre à l'autre et lui apporter une réponse, quelle qu'elle soit. Alors, comment on fait pour développer justement son leadership conscient, donc comprendre ses rouages, comment fonctionnent nos émotions ? Tu m'as parlé d'un petit tableau que tu utilises dans tes formations. Est-ce que nous, là, en direct live, en écoutant le podcast, on peut faire cet exercice ? Alors, justement, c'est un tableau qui m'a pris quand même 18 années de réflexion, de travail, de pratique avec tous les consultants que j'ai pu avoir, tous les leaders que j'ai pu rencontrer et accompagner dans leur développement d'entreprise. Eh bien, je vais l'offrir aux auditeurs parce que j'estime que, au-delà d'être un outil précis et puissant, c'est devenu très important à notre époque de le diffuser au plus grand nombre de personnes et toutes les personnes peuvent l'utiliser.
En fait, c'est inspiré des travaux de mes mentors, hein. Donc, la combinaison de tous ces travaux, plus la pratique pendant 18 années dans mon cabinet et dans mon entreprise, j'ai synthétisé pour essayer, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de rationaliser une émotion, vu qu'elle arrive avant le mécanisme rationnel. Eh bien, moi, j'ai créé un tableau très simple. Ce tableau, en fait, il commence par poser un événement. Vous écrivez sur un tableau, vous mettez la date, le jour, l'heure, si vous voulez, juste avant, et vous écrivez, par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon boss, je dois avoir une discussion sur tel sujet. Donc, vous écrivez très clairement votre événement. À côté, vous allez d'abord identifier l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis dans un état d'esprit fixe, c'est-à-dire je suis fixé sur mes habitudes, mes besoins, je ne veux pas changer, j'ai décidé que j'allais lui demander une augmentation, il a intérêt de dire oui, parce que s'il dit non, ça va pas le faire. Ou est-ce que je suis dans un état d'esprit de développement, c'est-à-dire où j'ai envisagé toutes les possibilités de la conversation? Voilà, dans quel état d'esprit je suis? Et déjà, je conscientise comment je me trouve dans mon état d'esprit. Et je mets l'état d'esprit avant l'état émotionnel. Pourtant, j'ai dit juste avant que les émotions précédaient la pensée, mais c'est justement exprès pour faire un petit coup de frein à main, pour dire « Oh, attends, on arrête un peu, je ne vais pas laisser trop mes émotions prendre le dessus tout de suite. Je vais essayer déjà d'identifier où est-ce que je suis dans mon état d'esprit. » Et ensuite, j'écris mon état émotionnel. Alors, mon état émotionnel, c'est pas de dire « je suis stressée, j'ai peur, je m'inquiète ». C'est comment je me sens. Est-ce que cette situation réveille en moi des émotions qui me rappellent que quand j'étais petite, à chaque fois que je devais aller au tableau, ça me paniquait? Est-ce que ça me renvoie à une image de ma mémoire d'enfant? Voilà, comment je me trouve dans mon état émotionnel? Comment je visualise mon état émotionnel? Et ensuite, avec un autre outil que je donne aux personnes, qui s'appelle l'échelle de guidance émotionnelle. C'est une liste d'émotions qui va de la joie jusqu'à la peur. Il y en a à peu près 22. Et on sait que plus on va descendre dans les émotions, plus on va produire du cortisol. Et le cortisol, on le sait, 1 milligramme de cortisol, il va falloir 5 heures au corps pour réparer les dégâts qu'il va faire. Donc, bien évidemment, le cortisol, ce n'est pas forcément une hormone négative, puisque le cortisol nous permet de nous réveiller, de passer de l'état de sommeil à l'état de réveil. Et on en a besoin, mais il est censé diminuer tout au long de la journée. Seulement, dans nos sociétés actuelles, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'il passe son temps à monter, descendre, c'est pas trop top. Mais la problématique, c'est que le milligramme de trop, dont on n'a pas besoin, va causer beaucoup de dégâts, va perturber notre attention, va nous empêcher d'accéder à notre intuition, notre spontanéité, notre naturel et notre force intuitive. C'est drôle que tu parles de ça, Linda, parce que j'en profite pour faire une bise à ma naturopathe qui écoute souvent le podcast, qui s'appelle Anne Poignant et qui, il n'y a pas longtemps, a reçu mes résultats, parce que je m'intéresse beaucoup justement à l'aspect physique aussi de notre émotivité. Comment est-ce que les hormones ou tout un tas de facteurs comme l'alimentation aussi, qui font partie de notre environnement, vont influer sur les émotions et peut-être notre capacité à les maîtriser, à les canaliser, à les utiliser. Et Anne m'a dit, Caroline, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu as une courbe de cortisol inversée. C'est-à-dire que, comme tu nous l'as dit, Linda, en général, le taux de cortisol, il baisse au fur et à mesure de la journée pour vous permettre de vous endormir. Parce que, en fait, plus vous avez du cortisol, plus vous êtes alerte. Mais donc, potentiellement, vous êtes aussi hyper perméable au stress, aux émotions des autres, un peu comme une éponge. Et Anne m'a dit, mais en fait, toi, c'est marrant parce que tu commences très bas en cortisol et plus la journée passe, plus ton taux de cortisol augmente. Et ça permet d'expliquer pour ceux qui s'y intéressent aussi, notamment votre chronotype pour certains. C'est-à-dire que moi, je suis très, très bonne pour travailler le soir. Et le matin, je suis une catastrophe. Je rate tous mes meetings, j'arrive en retard. Bon, même parfois l'après-midi, Linda. Mais c'est, voilà, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, sachez que ce que vous confie Linda, les informations sur le cortisol, c'est vraiment un vrai guide pour parfois craquer des choses que vous n'auriez pas entendues ailleurs sur vos émotions. Complètement. Et l'idée, c'est de pouvoir, tout au long de la journée aussi, d'avoir un regard beaucoup plus conscient sur où est-ce que j'en suis, comment ça se passe. Est-ce que là, j'ai la possibilité de stopper cet événement qui, justement, va augmenter la production de mon cortisol parce que on va avoir le contentement. En dessous du contentement, on a l'impatience, etc. Donc, plus on va descendre, plus on augmente cette production. Et on n'est pas toujours conscient parce que, par exemple, on pose une question à une personne, comment vous vous sentez? Les gens répondent toujours, ça va ou ça va pas. Ils sont pas capables de dire « Ah, là, je suis impatient. Là, je suis en colère. Là, je suis frustré. » Ils vont toujours répondre « Ça va » ou « Ça ne va pas ». Donc, c'est jamais très précis et on sait jamais exactement où on se trouve. Alors que là,
ce tableau va vous permettre, ce travail va permettre d'être chirurgical sur comment je suis, comment je fonctionne tout au long de la journée. Votre cerveau va s'habituer à être précis. Parce que si on le laisse naviguer n'importe comment, le cerveau est très feignant, il va aller à l'essentiel. Lui, il est là pour nous faire survivre. Il n'est pas là pour nous rendre intelligents. C'est nous qui allons lui dire non, moi j'ai envie que tu me mettes des loupes partout en fait. Je veux voir tout très vite. Et quand on voit tout très vite et tout très précisément, on devient intuitif. Et donc, on devient puissant. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais ce que je veux dire par là, je fais juste un petit rappel, on a identifié son état, son événement, son mindset. Je suis en développement, je suis plutôt fixe. J'ai décrit mon état émotionnel pour savoir plus ou moins où je me situe. Est-ce que je suis en réaction émotionnelle? Est-ce que je suis en réponse émotionnelle? Alors ça, c'est aussi un point très important. Les gens qui ne savent pas identifier leurs émotions sont en pilotage automatique sur leurs émotions. Et ce pilotage automatique fait qu'on réagit. Alors que lorsque vous allez travailler sur vos émotions et que vous allez être beaucoup plus conscient, vous n'allez plus réagir aux situations, mais vous allez y répondre, ce qui n'est pas la même chose, c'est beaucoup plus subtil. Et de pouvoir répondre, ça vous permet déjà de gaspiller beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de cortisol, pour le coup, ça va aller beaucoup mieux, et donc de pouvoir mieux utiliser son pouvoir intuitif et son pouvoir hypersensible. Alors, très important de parler de l'hypersensibilité parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est véritablement l'hypersensibilité? C'est un cerveau supersonique, dans le sens où il est multitâche, il va aller partout en même temps. Donc on est capable de penser rationnel comme on est capable de ressentir tout aussi fort en même temps. Donc c'est quand même à la base une capacité extraordinaire, mais qui ne peut pas être mis à votre service si vous ne gérez pas correctement vos émotions et si vous ne régulez pas votre gestion émotionnelle, parce que ça va aller dans tous les sens. Et c'est dommage. En gros, vous avez une Ferrari, vous savez plus ou moins où se trouve la pédale d'accélération, la vitesse, etc. Mais c'est très flou dans votre tête. Et du coup, quand vous montez, vous appuyez trop vite, trop fort, vous ralentissez d'un coup, vous tirez le frein à main, alors que d'apprendre à conduire sa Ferrari, eh bien, vous allez voir que vous allez filer tout droit, ça va aller très vite. Et ce que vous faisiez peut-être en 4 étapes, vous allez le faire en 1 étape. Et vous allez avoir des raccourcis. Alors, c'est génial quand je le dis comme ça, mais il y aura autre chose qu'il faudra apprendre à faire, c'est vous adapter au monde qui est autour de vous, qui lui, les gens, la plupart des gens quand même, la grande majorité, puisque les hypersensibles représentent entre 20 et 25% de la population, ce n'est pas les plus nombreux. On peut apparaître comme un extraterrestre ou comme quelqu'un qui va trop vite, ou quelqu'un qui dit n'importe quoi, ou quelqu'un qui est perché, alors que pas du tout. C'est juste que vous êtes déjà à la 5e étape suivante. Il y a souvent un distinguo qui est fait entre hypersensible et hyper émotif, aussi appelé HPE. C'est quoi ta religion sur le sujet, Linda? L'émotivité, c'est encore autre chose. L'hypersensibilité, c'est un fonctionnement cérébral en arborescence qui est expliqué, on a des études scientifiques faites là-dessus, etc. L'hyperémotivité, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui va pleurer peut-être facilement ou qui va être souvent irrité, irritable, etc. Donc ça, c'est souvent lié aux hormones. Là, on est plus dans la physiologie du corps. Les hypersensibles ne sont pas forcément émotifs, pas obligatoirement. Ça peut, mais c'est pas forcément lié à l'arborescence de leur cerveau. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que pour moi, la différence entre hypersensible et hyper émotif, et je prends des énormes pincettes parce que je suis pas du tout une professionnelle du secteur, j'ai juste absorbé énormément de documentation là-dessus ces 5 dernières années. Pour moi, hypersensible, c'est un peu les antennes. J'ai adoré quand tu as dit supersonique. L'hypersensibilité, c'est être capable de capter pour moi. Et l'hyper émotif, il frissonne. Il n'est pas en train de capter, il est en train de ressentir. Exactement. Mais pour moi, c'est un petit peu la différence entre l'hypersensible et l'hyperémotif. Et après, dans ta description de l'hypersensibilité, effectivement, il y a la pensée en arborescence qui fait penser aussi au HPI, au potentiel intellectuel, qui est pareil un peu pour certains un effet de mode, pour d'autres un signal intéressant pour avancer et comprendre le fonctionnement de son cerveau. C'est quoi pour toi la place de l'hypersensible / le haut potentiel? Est-ce que l'un induit l'autre? Pas nécessairement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la problématique du haut potentiel, c'est que scientifiquement, il n'y a pas de recherche avérée qui aboutisse à dire qu'il existe des hauts potentiels de quoi que ce soit, en fait. Donc déjà, on remet tout au niveau de chaque être humain a un potentiel cérébral, bien évidemment, et en fonction de sa capacité à l'utiliser aussi,
il va développer une certaine intelligence, des capacités, etc. C'est un peu comme tout le monde ne peut pas devenir Usain Bolt, par exemple, parce que physiologiquement, il a une constitution physique et physiologique qui lui permettrait de dépasser des niveaux physiques qui vont lui permettre de faire des records. Pour le cerveau, c'est pareil. Il y a des gens qui sont effectivement capables de ressentir des choses très fort, très vite, très clairement, sans explication, sans avoir rien appris sur le sujet, etc. C'est possible parce qu'ils absorbent très bien et synthétisent très bien. Mais on peut pas dire, voilà, on va faire tel test et telle personne va être HPI et celle-là va être HPE, etc. Nous avons tous de hauts potentiels, tous, sans exception. Mais tout le monde n'atteindra pas le haut potentiel de son potentiel. Mais pourtant, les neuropsies font passer les tests de QI qui permettent de révéler le HPI. Alors, c'est pas les neuropsies, c'est les psychologues plutôt qui font ces tests et les psychiatres, surtout en particulier. Mais il y a 2 écoles. Donc moi, je fais pas partie de l'école qui défend les tests parce que il y a beaucoup d'études contradictoires. Moi, je préfère dire aux gens, vous avez un potentiel, développez-le. On s'en fiche que vous soyez ci ou ça. Vous enfermez pas. Vous avez un potentiel libre et ouvert. À vous et votre curiosité, votre envie et votre désir aussi de développer, de vous connaître. Allez-y, foncez, apprenez qui vous êtes, gérez vos émotions, téléchargez de la connaissance, mais ne nous enfermons pas dans des tests. D'ailleurs, c'est Binet qui, à l'époque où il avait créé le fameux test de QI, lui, il voulait différencier certains enfants qui venaient de certains quartiers par rapport à d'autres qui étaient plus stimulés, et il voulait faire une étude beaucoup plus chiffrée pour savoir comment on peut aider ceux qui viennent de milieux plus défavorisés en termes de culture et de connaissances. Mais en aucun cas, il a prétendu qu'on pouvait évaluer l'intelligence d'un être humain. Pourquoi ? Parce qu'elle évolue tout le temps. Elle évolue par rapport à son contexte, elle évolue par rapport à son alimentation, elle évolue par rapport à tellement de paramètres, les hormones, que d'enfermer quelqu'un en disant « vous savez, vous êtes un génie ». À part flatter l'ego, je vois pas trop, voilà. J'adore ce que tu dis, Hilda, parce que déjà, tu m'apprends plein de trucs. Un grand merci. Je savais pas l'origine des tests de QI. Et je trouve qu'il y a un vrai gros débat sur les tests, que ce soit les tests de personnalité. J'avais fait une interview dans Les Échos sur le sujet. Les tests de personnalité, ils sont hyper décriés. Et à côté de ça, il y a des ayatollahs, des tests qui disent, mais en fait, ça aide tellement les gens, ça peut changer des vies, ça peut réorienter des personnes, ça peut créer un effet déclic. Et il y en a d'autres qui disent, en fait, c'est juste du business. Et j'avais vu une BD qui m'avait fait trop marrer et qui rejoint ce que tu dis sur le HPI a été inventé pour rendre les psychologues riches. Tu vois, à gauche de l'image, un psychologue qui a peint un rond à 2 doigts de la ruine, avec un bureau sur des tréteaux habillés de guenilles et tout. Et il y a marqué Before HPI. Et sur le deuxième visuel, à droite, tu vois le mec en train de dire oui, madame, votre fils est haut potentiel intellectuel. Et tu vois le mec, il est dans un bureau immense, en haut d'une tour. Et à côté de ça, ma religion sur le sujet, Linda, c'est que moi, quand j'ai fait le test de QI, que tu as raison d'ailleurs de spécifier, le QI, il évolue. Déjà, je savais pas, moi j'ai appris ça chez le neuropsy, qu'on pouvait évoluer en termes de QI. Moi, je pensais que tu naissais avec un chiffre donné comme ça et qui ne bougeait plus. Et en fait, j'ai trouvé ce test tellement intéressant, pas seulement sur ton score à la fin, ça c'est très franco-français, on veut savoir quelle note on a eu parce qu'on a été élevé comme ça, mais surtout parce que tu comprends très facilement tes zones de génie et les choses que même si tu les bosses 3 fois plus que les autres, tu vas rester mauvais. Mais pourquoi on donne pas cet outil à tous les gamins quand ils se lancent? Pourquoi est-ce que c'est pas, je vais me faire des ennemis, mais pourquoi est-ce que c'est pas le nouveau brevet des collèges? Dans le sens, voilà, on comprend notre capacité à réfléchir. En fait, ça m'a tellement aidé à mieux comprendre aussi dans mon boulot comment m'organiser que je me suis demandé pourquoi on rendait pas ça obligatoire, tu vois, pour te dire. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, une personne qui va avoir une tendance beaucoup plus intuitive, créative, imaginative, va comprendre qu'il va falloir qu'elle développe le reste pour le mettre au service de son talent inné, et vice-versa. C'est-à-dire enfermer les gens en disant « toi, tu es HPE, reste là. Et toi, tu es HPI, reste là. » C'est trop dommage. En fait, il faut dire aux gens « voilà comment tu fonctionnes. » Eh bien, le métier que tu veux faire ou la vie que tu veux mener ou les projets que tu as vont quand même nécessiter que tu développes d'autres choses. Donc, va mettre tes efforts là où c'est pas forcément inné pour toi, plutôt que de flatter leur ego, en fait. Ce n'est que ça, puisque de dire à un parent qui arrive pas à tenir son enfant qui est hyperactif parce qu'il mange trop de sucre, de lui dire, écoutez, votre enfant, il est haut potentiel, vous comprenez, il est trop intelligent pour son environnement, c'est sûr que le parent, il adore entendre ça, c'est hyper flatteur. Et ce n'est pas vrai. Des fois, il faut juste diminuer du sucre dans son alimentation et peut-être lui donner un peu plus d'attention et d'amour et ça va aller mieux.
En tout cas, c'est vrai que paradoxalement, tu vois, l'hypersensible, il souffre toute sa vie, ou le HPI ou le HPE, il souffre toute sa vie un peu de sa différence, d'être un peu un marginal, parce qu'il sort des cases. Et c'est vrai que le problème, c'est que le diagnostic te remet dans une autre case et potentiellement créer un truc un peu sectaire où finalement tu dis « Ah bah, je suis comme ça, donc je suis mieux avec des gens qui me ressemblent », alors que le meilleur traitement de mon hypersensibilité que j'ai trouvé, Linda, mais vraiment avec 31 ans d'expérience, c'est de ne pas être trop avec des gens hypersensibles, tu vois. Forcément. C'est d'arriver en fait à bien te mélanger aux autres pour t'équilibrer, tu vois. Voilà, une fois que vous êtes diagnostiqué, faut pas se mettre dans un truc victimaire de ah bah je suis comme ça, c'est comme ça, je peux pas changer, ou alors je dois avoir un traitement adapté. Oui, et en plus, tu viens d'utiliser un mot très intéressant. Tu dis maladie. Mais ce n'est pas une maladie véritablement d'être hypersensible. C'est juste, effectivement, une sensibilité qui, dans le monde actuel, parce que tu aurais vécu peut-être 100 ans en arrière, ça aurait été 10 000 fois plus facile pour toi de vivre ton hypersensibilité. Aujourd'hui, tout va très vite. C'est la performance, c'est les cases, c'est l'élitisme. Donc, l'hypersensible, il trouve de moins en moins sa place dans tout ça. Lui, il a besoin d'espace, il a besoin de créativité, il a besoin de temps, il a besoin de tenter, il a besoin de tomber, il a besoin de se relever, il a besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, on nous met des échéances, il faut réussir tes études, il y a des âges, des deadlines où il faut franchir des caps à chaque fois. L'hypersensible, c'est affreux pour lui, ça. Aujourd'hui, on va trouver que l'hypersensible, il est malade parce qu'il a plus de mal à s'adapter. Mais en vérité, c'est pas forcément lui qui est le plus malade, c'est celui qui s'adapte trop bien qui devrait se poser des questions. Et le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation que tu regardes. C'est pour ça qu'une personne comme toi va devoir être encore plus vigilante de ce sur quoi elle pose son attention, son regard et avec qui elle passe du temps. Parce que chez toi, ça aura un impact beaucoup plus important qu'une personne qui va tout de suite distancer en disant « ce n'est pas moi ». Donc, il faut être très les hypersensibles doivent apprendre à interagir avec le monde extérieur d'une façon très spécifique. Et toute cette énergie, tu la récupères pour ta créativité, pour ton imagination, ce pourquoi tu œuvres dans ton entreprise, dans ta vie, partout en fait. Quel meilleur conseil, Linda, tu pourrais donner à tous ceux qui sont peut-être atteints d'anxiété en regardant les informations, en allant au cinéma, dans une situation inconfortable au travail, dans un contexte de réunion où tu dois prendre la parole et tout d'un coup, il y a la panique qui surgit. Quel est le meilleur outil qu'on peut mettre en action là, dès demain, à part le tableau des émotions que tu nous as livré ? Alors, il faut d'abord être capable de bien identifier, est-ce que c'est du trac, est-ce que c'est de l'anxiété, est-ce que cette anxiété est structurelle chez la personne, donc il faut quand même qu'on sache plus ou moins si c'est vraiment le moment qui génère ça uniquement, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner ou à perdre. En fait, la première chose à faire, c'est de se concentrer sur son corps, de revenir dans son corps, de sentir son cœur battre, d'écouter ses pas, d'écouter sa respiration, de sentir l'odeur de son parfum, de regarder ses mains, de vraiment sortir du moment, c'est-à-dire de pas dire oh, « mon Dieu, on va me regarder, est-ce que je vais tout dire, est-ce que je vais me souvenir de tout, est-ce qu'on va pas se moquer de moi, etc. » De sortir de cette pensée compulsive qui est en train de nous auto-saboter et d'auto-saboter notre énergie et notre concentration et de se dire « je suis là ». C'est ma place, c'est mon moment, je me sens là, je suis présente, je suis vivante. Et vraiment, essayer de sortir de cette pensée qui, justement, nous fatigue et fait monter le cortisol. J'aime beaucoup ce que tu dis. Une phrase qui m'aide beaucoup à combattre le stress, c'est « j'ai choisi d'être ici ». Voilà. Et tu vois, quand salarié ou entrepreneur, dans toutes les périodes de ma vie, et c'est un peu capricieux, ce que je vais vous livrer là. J'ai un peu honte de vous le dire parce que ça peut sonner prétentieux, mais je me suis toujours organisée dans ma vie pour pouvoir me dire, en fait, si j'ai vraiment pas envie de faire cette chose-là, je ne la ferai pas. Et hier, j'en parlais avec une amie entrepreneur que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Nina Ramen. Et je lui disais, en fait, que ce soit avec mon podcast ou toutes mes boîtes, je me suis toujours dit, si un jour je n'ai plus envie, je ferai ce qu'il faut pour ne pas avoir à me forcer. Parce que je pense que c'est ça, le désalignement qui crée la maladie, qui crée plein de choses dans la vie, qui nous heurte et qui nous, tu sais, qui nous rattrape. Voilà. Exactement. Et du coup, se laisser toujours le choix de dire, bah, tu vois, par exemple, quelqu'un qui stresse pour un entretien d'embauche, si j'accompagne un de mes étudiants pour un oral, je vais lui dire, est-ce que tu préfères ne pas le faire
Parce que là, t'es pas obligé de valider ton master, en fait. T'es pas obligé d'aller à cet entretien d'embauche. Tout ça dans la vie, c'est des opportunités. Et tu peux choisir de pas les saisir. Et je trouve que cette liberté-là de rappeler toujours aux gens, en fait, t'es pas obligé, c'est pas une injonction, comme nous a dit Linda, d'aller toujours de l'avant. Tu peux faire ta propre route, tu peux prendre un autre chemin. Mais je trouve que quand c'est ton choix, quand c'est ta décision, tu transformes tout stress, toute chose que tu subis en opportunité que tu as choisie. Oui, et surtout de se dire, c'est un rendez-vous avec moi. J'ai rendez-vous avec moi, puisque si je suis ici, c'est pas par hasard. J'ai fait tous ces événements passés, mes études, mes contacts, les efforts, les échecs. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec cet entretien, cette conférence, ce patron, peu importe. Mais c'est pas avec le patron ni avec l'événement que j'ai rendez-vous, c'est avec moi. Et je vais pas me laisser tomber. Et là, on se donne de l'empathie à soi et de l'amour à soi. Je vais pas me laisser tomber. Je vais tout donner. Et après, que je sois choisie, pas choisie, c'est indépendant de notre pouvoir. J'adore ce que tu dis, Linda. Ça me parle hyper fort. Ça résonne. Merci pour tout ce que tu nous as livré. On vous mettra dans la newsletter le petit tableau des émotions. Oui, je vous montrerai des exemples et ce sera l'occasion d'aller envoyer un maximum de force à notre Linda qui nous a livré aujourd'hui sa méthode qui a seulement 18 ans. Hein. C'est l'âge de certains auditeurs, j'en suis persuadée. Donc, merci pour ta générosité, Linda. Tu fais d'ailleurs aussi pour les particuliers des consultations. Tu n'es pas seulement en entreprise, en formation, tu fais aussi des consultations one-to-one. Pour ceux qui ont une thématique, un problème, ça peut valoir le coup plutôt que de le subir pendant des années, d'essayer de le soigner avec 1 ou 2 séances qui peuvent parfois vous ouvrir les yeux sur des choses qui vous grèvent, qui vous plombent, qui font du mal au quotidien. On sait à quel point les émotions peuvent être un poids. Linda, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer un maximum de force? C'est où ton terrain de jeu préféré? Alors, sur Instagram, la page linda_adala_l'anima. Moi, je fais tout au feeling par rapport à mes émotions, par rapport à ce qui passe. Et j'ai un site internet l'anima.fr. Et il y a toutes les informations pour me trouver, que ce soit des formations en ligne ou des consultations privées, comme tu l'as très bien dit. Avec grand plaisir, bienvenue. Et ton Insta est génial, tu fais des super vidéos. Moi, je suis dans ma période vidéo, tu le sais. Et franchement, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ça comptait pour moi que tu sois là aujourd'hui. J'en profite pour dire aux auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous. Envoyez des thématiques d'épisodes, je veux tout savoir. C'est jamais trop perché pour moi, au contraire. Plus c'est fou, plus je trouve ça normal. Et avec Linda, on se disait, mais pourquoi pas faire un épisode, par exemple, sur l'intuition. Si vous avez d'autres idées, on est tout oui. On reste à l'écoute. C'était un bonheur d'enregistrer cet épisode. J'espère que ça vous a plu également. On a hâte de vous lire et à très vite sur Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.